Tiers livre atelier d'écriture, on est dans un cycle qui s'intitule Enfance et c'est la 05 continue qui avait un prologue sur le thème d'être perdu. C'est donc la 6e fois qu'on écrit ensemble sur ce thème. Alors, avancer de semaine en semaine en trouvant on va aller par là, on va aller par là. Il n'y a pas de problème. Et j'ai des vraies envies. Là, je relisais le Odradek de Franz Kafka, des tas de choses que j'ai jamais moi-même encore explorées et envie d'y aller. Et puis, en même temps, une sorte de pas de timidité, mais tu le sens quand c'est pas prêt. Alors, ce dont j'avais besoin cette semaine, là, pour la 5, donc 6e fois qu'on écrit, ce serait justement de pouvoir prendre un petit peu de surplomb, c'est-à-dire au lieu d'avancer un thème, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, se dire, et si on prend une vue d'ensemble et qu'on voit, qu'on regarde, ou qu'on essaye de faire émerger comment ça se structure, comment il y a cette espèce de surgissement d'ensemble qui peut poser ces éléments les uns à côté des autres. Alors est-ce qu'on s'éloigne du cycle en général? Et peut-être justement c'est nos deux appuis principaux qui nous y autorisent ou qui nous amènent là. Walter Benjamin, Une enfance berlinoise, on a 32 chapitres. Mini-chapitres, quelquefois c'est juste une page, quelquefois deux. La dernière fois on travaillait sur la fièvre, ces maladies d'enfance, souvenirs de maladies d'enfance, et ça allait jusqu'à 5 pages, mais on a quand même 32 points de départ différents qui s'assemblent pour constituer le livre qui s'intitule Une enfance berlinoise. Côté Nathalie Sarraute, enfance, eh bien, on en a 68. Et là encore, construction par double page en général, quelquefois une seule, mais une suite de séquences, chacune indépendante, chacune très très bien déterminée. Le statut aussi du dialogue et de l'oralité, très très déterminé. Ça aussi, c'est une piste qu'on a à prendre. Et 32, 68, et vous, combien ? Alors évidemment, nous on se dit on va faire ce cycle sur 10, 12, 14 séances, eh bien, on aura un embryon, une ébauche, mais je voudrais qu'on ait comment ça tient dans les mains, comment avec les mains on peut lever ça ensemble. Alors là, en préparant cette séance, je vais ressortir un livre pour moi majeur, Jean-Loup Trassard. Je ne sais pas beaucoup de ses nouvelles, c'est quelqu'un qui prend de l'âge, qui vit toujours en Mayenne. Et sa maison familiale est devenue un peu le lieu d'enracinement central de son travail. Vous savez, par exemple, là, c'est l'espace antérieur. Mais il y a Tardifs instantanés, où il reprend les souvenirs de cette même maison, mais liée à la guerre. Et c'est toujours cette même structure, là aussi, 2 pages, une page et demie, une grosse page et demie, une grosse page, 2 pages, 2 pages. Et ce travail de fractionnement qui fabrique le linéaire d'un livre, c'est vraiment quelque chose... Je pense qu'on doit s'y confronter maintenant. Jean-Loup Trassard, il y a un autre livre pour moi fétiche, des cours d'eau peu considérables. Vous prenez là une rigole après la pluie, là dans le champ devant chez vous, et puis vous la suivez, et puis si c'est un petit ruisseau, et puis s'il passe par une buse en dessous un chemin. C'est un livre d'une poésie monstrueuse, et l'espace antérieur... Alors là, on a un livre consistant, un livre qui fait 200 pages exactement, et jamais de texte qui fasse plus, là encore, de 2 pages, une page et demie, même si ce sont des grosses pages, ce qui veut dire que dans l'espace antérieur, ce fractionnement de l'enfance, cet inventaire de l'enfance, lui, il y inclut aussi les relations avec ses parents, c'est 80. Alors donc on est au-delà des 32 de Benjamin, au-delà des 68 de Sarraute. Alors, double injonction pour nous. La première chose, c'est que ce format-là de la double page, quand je lis les contributions, je me dis que le blog peut nous inciter ou
le fractionnement de l'écriture atelier, ou le fait qu'on sait qu'on fait quelque chose et puis on n'est pas sur un projet personnel, donc on retente. Il y a une thématique évidemment chaque fois très précise. Comment je pourrais formuler ça? Je formulerais ça en disant à quel moment la longueur des fragments en eux-mêmes, donc des contributions hebdomadaires, installe une pesanteur, une gravité, un ancrage tel que la linéarité, c'est-à-dire le détachement global du livre potentiel, s'amorce depuis ce minimum de quantité des contributions hebdomadaires. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais la semaine dernière, par exemple, en travaillant sur l'idée de fièvre et en disant, regardez, Walter Benjamin, il nous en a mis 5 pages. C'était une vraie volonté de se dire comment, dans le même moment où on se rassemble pour écrire, on peut travailler en soi l'intuition, le format, pour se dire, on va vers du large, relativement large, pas plus. Alors, c'est dans l'ensemble de ce Fatra, rester là, que j'ai ressorti un livre, pour moi, tellement essentiel. Seishonagon. Alors, Seishonagon, note de chevet, évidemment, un titre... note, c'est plutôt... C'est un mot japonais. Si vous lisez la préface de Beaujard, là, c'est esquisse au fil du pinceau. Donc c'est vraiment un registre d'écriture, mais c'est pas la note comme nous on peut le prendre là. Non, c'est juste esquisse à peine tenue dans la brièveté, par le fil même du temps d'écriture. Et ça, ce serait peut-être ce que je voudrais qu'on garde bien en tête, tout simplement, de ce qu'on va chercher. Le mot japonais pour au fil du pinceau serait suetsu. Et le côté intime, chevet, serait soshi. Les écrits intimes qu'on dresse avec le fil du pinceau. Alors l'intime, on ne va pas entrer là. Puis quand on lit Seishonagon, c'est pas l'impression qu'on a. Alors Seishonagon, j'en ai souvent parlé. Il y a ce statut pour moi majeur de l'accumulation qui est une double instance. C'est l'instance justement du travail préparatoire, ce qu'on peut considérer aussi être la façon de ces notes, puisque au terme, il y a Seishonagon poète, et que le matériau de sa poésie vient là de ce travail d'accumulation au fil des jours. Mais il n'y a pas de moment dans l'histoire de notre littérature, ne serait-ce que penser Rabelais, là, les 142 jeux nommés là, dans l'enfance médiévale de Gargantua, ou la liste de tous les plats possibles de ce qu'on peut ingurgiter là, dans le chapitre Gaster. Mais quand je dis ambivalence, c'est que l'accumulation n'a pas simplement le statut de laboratoire ou de recherche de matière pour construire ensuite. Vous savez, vous prenez Baudelaire par exemple, vous savez qu'il détruisait ses brouillons, mais quand le chantier n'est pas achevé, bien, parfois on a comme ça des ébauches de chantier. Je pense à ce texte dont il rêvait, qui s'appelait Élégie des chapeaux. Pour Élégie des chapeaux, il y a des bassins de vocabulaire, tous les mots qui concernent les chapeaux. Il y a s'installer devant la vitrine d'un chapelier et faire l'inventaire là de ce qu'on repère dans l'intérieur. C'est-à-dire que là, on a l'accumulation qui est un travail préparatoire, mais la toute petite frontière qui en fait un texte
en tant que tel. On peut le retrouver par exemple chez Christophe Darcos, Anachronisme et d'autres. Je manipule en parlant ce livre qu'on m'a offert il y a quelques années, Au bonheur des listes. Je crois qu'il y en a d'autres livres équivalents comme ça, recueil de listes historiques inattendues et farfelues. Bon, évidemment parce que c'est un objet commercial, mais c'est magnifiquement mis en page. Et on en a là pas loin de 400 pages. Et à chaque fois, on est comme ça dans ces registres où il ne s'agit pas, au bonheur des accumulations, ça ne l'aurait pas fait pour vendre de livres, mais la liste, ça peut être la liste de courses, mais c'est pas simplement juste un item avec un mot, c'est un travail d'aller chercher, creuser et l'installer dans un mouvement qui permet de voir au-delà. Et c'est comme ça que je voudrais aborder Sage Shonagon. Un livre merveilleux à utiliser aussi en atelier d'écriture. Et je l'ai fait des dizaines de fois, même dès l'école primaire. Mais on peut le faire justement même dans la plus haute tension littéraire. Un livre malgré tout méconnu, puisque elle vivait vers l'an 1000. Je crois qu'elle est morte en 1052 et le livre s'est reproduit de copiste en copiste et c'est seulement à partir de 1600 que ça s'est constitué en livre et donc un corpus à peu près stabilisé, même si selon les traditions de copistes, il y a des tas de variantes, tout ça c'est très bien raconté. Là. Baujard avait fait sa thèse là-dessus dans sa première partie du XXe siècle. Et peut-être que justement, l'enjeu là de ce qu'on va faire, ce serait de dégager Sage Shonagon elle-même de ces questions de liste et d'accumulation. Tout à la fin du livre, dans le dernier chapitre, qui est... Alors, ils sont numérotés, mais c'est des numérations forcément à considérer comme apocryphes. Ça s'arrête à 162. 162 choses désagréables à voir. Et vous savez que la table des matières, là, des 162 prises d'écriture, c'est en soi-même un ouvroir d'imaginaire fondamental. Alors, quelquefois, c'est montagne, pic, plaine, marché, gouffre, mer, bac, tombes impériales, édifices. Et puis, donc, toute cette tradition qu'on a traduite par choses désolantes, choses dont on néglige souvent la fin, choses que l'on méprise, choses détestables, choses qui font battre le cœur, choses qui font naître un doux souvenir du passé. Tac. Et là, on va avoir les petites écluses pour nous, l'enfance. Choses qui égayent les cœurs. Puis après, elle part fleurs des arbres, étangs, fêtes, arbres, oiseaux, choses élégantes. Ça continue. La table des matières, on va quelquefois nous donne choses qui distraient dans les moments d'ennui, choses qui ne sont bonnes à rien, choses qui sont les plus belles du monde, choses dont le nom est effrayant, mais aussi choses qui n'offrent rien d'extraordinaire au regard, mais qui prennent une importance exagérée quand on écrit leur nom en caractères chinois, ou bien occasions dans lesquelles les choses sans valeur prennent de l'importance. Ça, vous avez déjà, pour la plupart d'entre vous, déjà fréquenté tout ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans cette espèce d'épilogue traditionnellement placé après le 162? D'abord, elle part au présent de l'écriture. La nuit tombe et je ne puis plus tracer les caractères. D'ailleurs, mon pinceau est usé. Et c'est que ça revient très souvent, la préparation de la pierre à encre, du petit cri-cri là, quand on la frotte, quand ensuite on trempe l'eau. C'est le geste du pinceau et sa rapidité. Je voudrais pourtant, avant de terminer, ajouter ces quelques lignes. Dans ces mémoires, écrits pendant les heures où, retiré chez moi, loin du palais, je m'ennuyais et me croyais à l'abri du regard, à l'abri des regards. Donc l'intime, c'est simplement que personne n'a le droit de regarder ce que vous écrivez. J'ai rassemblé des notes sur les événements qui s'étaient déroulés devant mes yeux, sur les réflexions que j'avais faites en mon âme. Et surtout, elle parle du côté arbitraire. Un jour, le ministre du Centre, alors là c'est toute cette géopolitique là, de la cour impériale, ayant apporté à l'impératrice toute une liasse de papiers, Sa Majesté demanda
Et que faudrait-il écrire là-dessus? On a déjà copié par ordre de l'empereur le livre des mémoires historiques. Moi, dis-je, alors je ferai de ces feuilles un carnet de chevet. Eh bien, prenez-les, répondit ma maîtresse. C'est-à-dire que l'aventure a commencé parce que on avait récupéré, on amenait à l'impératrice toute une lourde liasse de papier. Le papier, c'est quelque chose de précieux, de fabriqué selon des processus très, très précis, mais c'est une liasse, c'est-à-dire c'est des feuilles dispersées. Le poème, c'est une feuille. Alors, il y a beaucoup de choses sur les poèmes qu'on offre, qu'on installe, qu'on roule autour d'une branche. Et là, parce qu'elle va écrire sur des feuilles séparées de cette liasse, eh bien, elle a un nouveau thème d'accumulation. On prend une feuille et avec le pinceau, eh bien, on part chose, qui, ou bien île, presqu'île, pont, jardin. À mesure ensuite que vient une autre impression, une autre idée, s'il s'agit de quelque chose qu'on n'a pas exploré, on prend une nouvelle feuille, mais si c'est quelque chose qu'on a déjà exploré, on prend la feuille qui existe et on ajoute. Alors évidemment, tout ça, ça peut être que des supputations, puisqu'il n'y a plus rien du matériau original, mais c'est un ensemble qui s'est constitué de façon non linéaire. Alors, pour nous, c'est plus compliqué, puis je ne suis pas savant en la matière, dans la mesure où le vocabulaire utilisé par Baujard, c'est celui du livre traditionnel. Alors, il parle de chapitres, on parle de cahiers, alors que le geste d'écrire lui-même s'arrête à cette liasse. Et puis, ce qu'elle raconte là tout à la fin, c'est que ce qu'elle pensait avoir écrit pour elle-même, on l'en a dépossédé et ça a été recopié, ça a commencé à circuler et à circuler dans l'admiration. C'est-à-dire que quelque chose ici va tellement plus loin que toutes les écritures officielles, y compris la poésie officielle. Il y a un chapitre au milieu, d'ailleurs moi aussi je dis chapitre, qui s'appelle « Fonctionnaire de 5e rang ». On pourrait avoir tendance à... Bon, là, ça nous intéresse moins que chose qui éveille un doux souvenir du passé. Et on voit dans cette séquence-là Sei Shonagon juste à son arrivée à la cour, très timide, elle se planque derrière les paravents, elle n'ose pas répondre. Quand l'impératrice, pour la mettre en confiance, lui fait un cadeau, tout d'un coup c'est une sorte de timidité énorme. Et là, brutalement, le personnage de l'auteur aussi. C'est-à-dire, comment tu apprends les règles? C'est-à-dire, tu écris aussi, tu décris tout ce qui se passe autour de toi parce que tu as besoin d'en décrypter et les personnages et les règles et les rituels. Alors si je parle comme ça de Sei Shonagon, j'en reviens là à mes 80 petits chapitres au moins de Jean-Loup Trassard dans l'espace antérieur, aux 32 chapitres de Walter Benjamin dans Enfance berlinoise, aux 68 séquences là, dans Enfance de Nathalie Sarraute. Ce dont j'avais envie là aujourd'hui, c'est pas d'en faire une de plus. C'est de faire une sorte de travail, et je vous dis, dans cette ambivalence. C'est-à-dire un travail préparatoire qui serait de prendre une notion, et cette notion, de la développer dans toutes ces occurrences liées à l'enfance. Le deuxième versant de l'ambivalence, c'est que ce faisant, on n'est pas dans un travail de carnet préparatoire pour notre écriture elle-même, mais on est déjà en tant que tel dans l'écriture. Et le mot qui m'est venu, alors justement parce que j'étais beaucoup, par exemple, dans ces questions de collection, dans Nathalie Sarraute, c'est plutôt vers ça que je voulais partir au départ, oui, comme ça a pu glisser vers accumulation. Il y a ce petit geste d'enfance de la petite fille qui collectionne des petits flacons vides. Et sur sa cheminée, là, dans sa chambre, il y a ces petits flacons
flacons qui deviennent comme autant de personnages, de formes, de transparence. Et chez Walter Benjamin, on peut avoir l'équivalent dans la collection de timbres, avec la boutique où on se les procure, les échanges, l'album, la constitution de l'album, tous les processus là, de papier qui recouvre, de colle, etc. Et le mot qui me venait, associé à ces questions d'objets, c'est l'émerveillement. L'émerveillement en tant que typique de l'enfance. Et là, on rejoint le corps principal de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire on ne travaille pas vers soi-même, mais j'allais dire on se rééduque, le mot est trop lourd, trop connoté, mais on réapprend soi-même à s'ouvrir à ce qu'il pouvait y avoir de léger, de libre, de pacifié dans ces toutes premières expériences de la découverte du monde. Quelque chose qui revient aussi bien chez Benjamin que Sarraute que Trassard, c'est le souvenir des livres, des illustrations des livres. Et cette notion d'émerveillement, à mesure que je la laissais venir, Sei Shonagon venait là. Il n'y a pas de chapitre qui soit émerveillement chez elle, c'est jamais sans mélange. Quelque chose s'est passé par l'émotion. Quelque chose est venu directement de l'expérience ou de la sensation qui mérite pour elle d'être installée dans cette calligraphie, ce geste du pinceau qui est juste une esquisse brève. Esquisse brève et qui restera vivante pour autant. Et en regardant plusieurs chapitres comme choses qui sont les plus belles du monde, très souvent on va avoir 12 items ou 15 items. Et cette question-là du nombre, c'est pas qu'elle vaille en soi, mais 32, mais 68, mais 80. C'est que si on prend cette question de l'émerveillement, la rupture qu'on va faire pour cette proposition 5 par rapport à celle qui précédait, c'est que si on prend cette question de l'émerveillement et qu'on la démultiplie par 12 ou 15, une forme de liste, vous écrivez manège, ça peut suffire. Mais après, il y a la question de la miniature. Je pense à manège parce qu'il y a un texte de Walter Benjamin aussi très, très, très fort là-dessus. Et c'est au pluriel. Et si on prend cette notion d'émerveillement et qu'on la déplie, si vous voulez aller jusqu'à 20, il n'y a pas de problème. Mais ne descendez pas en dessous de 10. Dites-vous que là, le travail, c'est qu'on va partir, faites-en 3, puis demain 2, et puis ainsi de suite, mais on va partir sur entre 12 et 15, et si vous pouvez plus, aller vers plus. Mais que chaque fois, ce qu'on repère, qu'est-ce qui va nous permettre de faire exister ce texte ? Que ça ne dépassera jamais une ligne et demie, 2 lignes. Ce sera chaque fois si bref que l'unité ou le rythme du verset va devenir premier dans l'équilibre du texte. C'est-à-dire, on ne part pas là sur quelque chose qui nous fait explorer les manèges comme Walter Benjamin. On va avoir une image, et cette image, c'est pas simplement un mot, évidemment, mais c'est la miniature, c'est l'idée que ça donne de très loin, c'est l'idée parce que justement, on la tient seulement en 1 ligne et demie ou 2 lignes. Et à ce moment-là, si on passe de cette image à une autre et une autre, c'est le mouvement d'aller tout au long de ces 12 ou 15 images qui va constituer la poétique du texte. Voilà, ma proposition est close. Je vais vous mettre quelques petits extraits de Sei Shonagon, 1 ou 2 extraits où justement on a comme ça une construction en 12 ou 15 items. Le mot d'émerveillement, le mot émerveillement, il n'y a même pas besoin de partitif. Ça, je vous laisse faire avec. Mais je crois que on a vraiment besoin là, d'entrer là. Et précisément, ce sera d'autant plus fort que ce sera plus fragile. Pensez dans Proust, à ce petit moment si célèbre, où vous savez, là aussi, Japon, une assiette de porcelaine, un petit fond d'eau, évidemment, là encore,
transparent, limpide, et puis ces petites fleurs de papier qu'on dépose dans l'eau et qui vont à ce moment-là se déplier et devenir fleurs parce qu'on les a. Proust en fait quelque chose de magique. Nous, cette magie, on a bien le temps d'explorer. Mais là, ce que je voudrais, c'est qu'on la prenne 12, 15, une ligne et demie, 2 lignes à chaque fois, comme une petite miniature, en pensant chaque fois à ce geste de Sei Shonagon, la timide compagne dans la cour de l'impératrice qui comporte bien d'autres dames d'honneur, et puis qui a osé quoi? Un jour que ce chambellan a proposé à l'impératrice, on a cette liasse de papier, le papier pour écrire les poèmes. Et l'impératrice dit j'en veux pas, j'ai pas besoin, on a déjà fait tout ça. Et timidement, elle dit moi je les emmène, j'emporte avec moi cette liasse. Et chaque note, la préparation, le temps de la préparation, la pierre à encre, frotter ça de façon à avoir ces petites poudres, la mouiller, tremper le pinceau, et puis ensuite esquisse brève au fil du pinceau. Est-ce que nous, ça peut nous servir? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et voyager quelques jours avec Sei Shonagon, on n'en a jamais fini.